En fait, je remercie le collègue pour sa franchise. Il a bien dit qu'il s'exprimait en chef d'entreprise. Et puis après, il a ajouté comme aussi vice-président de l'Assemblée. Il a parlé de conflit d'intérêts. Il faisait allusion à une conversation que nous avions eue en privé au restaurant. La question, c'est de savoir d'où il parle. Quelle position, où il parle. Il dit que c'est au nom de la communauté des chefs d'entreprise qu'il aurait chargé de porter ce message. Je vais dire un certain nombre de choses, calmement. Et je vais commencer par la question du collègue Charpentier-Titi concernant les délais de paiement. Vous savez, nous sommes obligés, lorsque nous rendons compte au moment du compte administratif, de donner un certain nombre d'indicateurs. Et cet indicateur vous avait été donné lorsqu'on rendait compte de 2017. Il vous sera donné, puisque ce sera calculé par les services financiers, pour vous donner le délai moyen. Il n'est pas encore satisfaisant, parce que le législateur dispose que c'est 30 jours après qu'on ait reconnu que la facture déposée est conforme à ce qui a été fait, on doit certifier le service fait ou les travaux exécutés. Ensuite, le service doit établir le mandatement, 20 jours pour cela, et ensuite le payeur à 10 jours. Au global, 30. La loi dispose, mon cher collègue, que l'intérêt moratoire sont dus sans qu'on ait à le demander. J'apprends ça à l'entrepreneur, c'est marqué dans le code de la commande publique. Je répète ça d'ailleurs à tous les collaborateurs. Et personnellement, on va dire que j'exerce des pressions, mais je rappelle en permanence l'urgence qu'il y a à aller jusqu'au mandatement. Puisque c'est ce qui incombe à la collectivité. Pour transmettre ensuite les mandats à la pairie. Il est exact que lorsque cette liasse de mandats arrive à la pairie, qu'à des moments donnés, parce que c'est fluctuant la trésorerie, puisque la trésorerie, c'est le résultat à la fois d'argent qui sort pour payer et d'argent qui arrive, soit en fonction des dotations, soit les recettes des taxes perçues pour d'autres comptes par les services de l'État, comme l'octroi de mer, et j'apprends d'ailleurs que le montant qui verse, après une expertise, il semblerait qu'il ne nous verse pas la totalité de ce que nous aurions dû recevoir. Il y a d'ailleurs un courrier qui a été adressé aux représentants de l'État pour que ce point soit clarifié. Donc, l'argent arrive suivant un certain rythme. Et il arrive que ponctuellement, la trésorerie disponible à un instant T soit inférieure au montant de mandats qui sont en instance. Le président du conseil exécutif, au nom duquel je m'exprime là, effectivement, Monsieur le Président de l'Assemblée, nous a lu de manière très solennelle une note à l'intention des conseillers exécutifs pour faire des recommandations. Donc c'était une note interne au conseil exécutif pour faire des recommandations après qu'il nous ait décrit la situation tendue de la trésorerie. La stratégie, je m'appuie sur ma mémoire, puisque la note, nous l'avons entendue, nous n'avons pas eu en main, bon, il y en a qui l'ont en main, tant mieux. Quelle était la stratégie? Quelle était la stratégie qui nous a été préconisée? D'abord, nous avons, dans les projets que nous menons nous-mêmes, des projets qui sont cofinancés. Si nous voulons que les financements rentrent, vous connaissez la règle, il faut que nous soyons en mesure d'exécuter le projet et de faire des remontées de factures acquittées. C'est ce qu'on appelle les remontées de dépenses. Vous avez bien compris, quand c'est des remontées de dépenses, c'est des dépenses payées. Ces remontées de dépenses génèrent soit des fonds européens, des retours qui vont nous servir à réalimenter la trésorerie, ou bien parfois, quand c'est des subventions de l'État, ça permet d'avoir les versements. Donc voilà la stratégie financière qui est mise en place. J'ai reçu comme directive, évidemment que j'ai répercuté sur les collaborateurs, de faire foncer les chantiers qui ont bénéficié de fonds, soit de l'État,
sur les fonds européens, de payer ces factures, parce que ça va générer des ressources en retour qui nous permettra de désintéresser tous nos autres créanciers qui ont travaillé sur des projets qui n'étaient financés que par des fonds propres. Cela donc la stratégie. Et également, on nous a demandé, dans les propositions que nous faisons pour les subventions données à des tiers, de bien les hiérarchiser pour que nous ne prenions pas des engagements que nous ne saurons réaliser dans l'année, parce qu'il faut bien regarder si les crédits de paiement dans le budget existent, ou bien si ce sont des opérations qui vont faire l'objet de justificatifs dans l'année suivante. Donc une partie peut être engagée en autorisation de programme. Je parle un peu technique, parce que j'ai vu qu'on a caricaturé l'idée du président lorsqu'il disait de regarder bien les projets, quels sont ceux pour lesquels on va pouvoir payer dans l'année en cours, pour ça qu'il faut des crédits de paiement inscrits, et ceux qui pourront être payés dans l'année suivante, ce sont ces projets-là que l'on engage en autorisation de programme, en planifiant financièrement ce qui est payé dans l'année en cours, ça correspond à la tranche crédit de paiement, et puis, en particulier lorsqu'on donne une subvention à une commune, il y a un premier acompte qui est versé à la signature de la convention. On lui donne même une avance de trésorerie. Mais on sait que les remontées de dépenses sont longues, donc on inscrit l'autorisation de programme le reste. Et que l'on va décliner en crédit de paiement au fur et à mesure que telle commune ou tel autre partenaire va faire remonter des dépenses. Bien. Voilà ce que le président a décrit. Maintenant, il y a des dossiers pour lesquels les avis défavorables ont été admis par les services. Ce qui nous a préconisé, c'est de dire, plutôt de faire attendre inutilement celui qui a demandé la subvention, s'il est avéré, par exemple, que c'est inéligible à des fonds européens, il faut vite dire ça aux partenaires, au lieu là qu'il est en train d'attendre, comme ceux qui attendaient le Messie, alors que ce n'est pas éligible. C'est ce que signifie la note. Lorsque l'avis est défavorable, on inscrit et on fait passer, de manière à porter une réponse à celui qui attend. Donc j'essaie de clarifier ce qu'on a caricaturé et qui a laissé entendre qu'il y avait des informations cachées. Donc je pense qu'en tant que porte-parole du Conseil exécutif, c'est mon devoir d'expliquer les décisions qui sont prises au Conseil exécutif. Maintenant, je reviens à ce que le collègue dit ne pas être une polémique, mais le ton et le verbe haut qu'il utilise en paraissait. Les entreprises reçoivent des marchés, suivis de bons de commande, dans lesquels il y a un délai. Comme son entreprise, qui a eu le marché pour mettre les enseignes. Je suis beaucoup critiqué par certains de mes collègues qui s'étonnent que sur tel ou tel immeuble de la CTM, on n'a pas encore enlevé les anciennes enseignes Conseil général et Conseil régional pour mettre l'ancienne de la CTM. J'ai pu faire enlever les anciennes, mais je ne suis pas encore en mesure de mettre les nouvelles, parce que les nouvelles doivent être préparées, construites, élaborées et posées par cette fameuse entreprise qui tarde à fournir. Et j'ai dit que j'allais faire calmement des révélations. Ce collègue-là est allé faire pression sur le directeur de l'achat public, agent de la CTM, pour tenter de lui faire admettre qu'il fallait, dans le marché qui a été approuvé, attribué par la commission d'appel d'offres, avec un bordereau de prix unitaires précis. C'est un accord cadre. Les prix unitaires, c'est des prix contractuels. C'est ceux qui ont été validés par la commission que nous appliquons. Et il a voulu faire entrer des prix nouveaux sous prétexte que son entreprise se serait trompée dans les premiers documents. Ceci est illégal. C'est impossible de le faire. Nous nous sommes refusés à le faire, mais néanmoins, nous avons honoré notre contrat en lui remettant des bons de commande et nous attendons la livraison de ces enseignes. Alors, quand par contre une entreprise livre en temps et en heure et que nos services sont en mesure de certifier service fait, les mandats sont établis. Et je parle sous le contrôle du DGS, que j'embête beaucoup sur ce point-là. Dès lors que je suis informé que les mandats sont faits, et qu'en plus, nous sommes informés de la situation de telle ou telle entreprise. Alors, quand il s'agit de nos chantiers générateurs de fonds européens, comme le lycée Schellcher, le
le centre où nous devons héberger la cité scolaire La Grosilière, à l'Ange-Charpentier, à Sainte-Marie, ou bien l'irrigation de nouvelles cités à Rivière-Salée, ou quel autre chantier qui bénéficie de fonds européens, nous estimons, pour appliquer la directive du président Marie-Jeanne, qu'il faut donner une priorité à ces paiements. Donc en permanence, je communique les données au directeur général qui interpelle le payeur pour lui dire, bon, dans la trésorerie qu'on a aujourd'hui, voilà l'ordre de priorité qu'il faut donner. Ça fonctionne. Deuxième cas de figure, nous avons des remontées du terrain par nos collaborateurs, que telle ou telle entreprise est en grande difficulté, voire en redressement judiciaire. D'abord, je m'assure de savoir est-ce que c'est nous qui sommes à l'origine. On me dit souvent, et presque dans tous les cas, cette entreprise est en redressement judiciaire parce que d'autres créanciers ne lui ont pas encore versé de l'argent alors qu'il a fait des débours. Et ils se tournent vers nous pour dire est-ce que vous pouvez débloquer? Parfois, il n'y a pas encore 30 jours que c'est déposé. Néanmoins, informé de cette situation, j'envoie un mail au directeur général. En général, il me répond très vite et c'est suivi des faits, évidemment à condition que les mandats aient été correctement rédigés, qu'on a visé bien le bon article, le bon chapitre, parce que malheureusement, parfois, il y a des rejets. C'est très complexe tout ça. Il y a des rejets. On fait un zèle pour tout de suite recommencer, puisque tout ça est informatisé. Voilà le combat que nous menons au quotidien. Donc, je ne sais pas quel jour le collègue a rencontré ces entrepreneurs, mais une information qui était vraie hier devient fausse ce matin, le lendemain, parce qu'entre-temps, le processus que je viens de décrire a été mis en route et les entreprises ont été payées. Des informations précises ont été demandées ce matin. Le collègue d'Aventure m'avait sollicité pour répondre, j'ai préféré attendre que je vienne à la tribune pour le faire. Parmi les chantiers prioritaires, j'ai dit qu'il y avait le lycée Schellcher. À la date d'aujourd'hui, précisément, les remontées de dépenses déposées au FEDER, comme c'est nous les maîtres d'ouvrage, ça veut dire que ça a été facturé, mandaté et payé. Puisque les remontées de dépenses se font sur une liasse qui est signée par l'ordonnateur de la CTM, contresignée par notre payeur territorial et transmis à la DFE. Mais les chiffres que j'ai eus ce matin, au total, sur la partie éligible, 36 312 123,54 €, des sommes pour le lycée Schellcher payées. Pour le lycée, l'hébergement de la cité La Grosilière, avec ses aménagements. Je rappelle, c'est un chantier important. Nous avions présenté un plan ici de 15 millions. C'était la partie, le bâti. Nous avons demandé au service de chiffrer le reste, la partie mobilière, puisqu'il y a des équipements qu'on mettra à l'intérieur, dont nous avons passé commande pour que ce soit livré. Donc, il y avait donc au total 15 millions auxquels il faut ajouter pour les équipements 1 045 000. C'est le total. Eh bien, au moment où nous parlons, des chiffres qui datent de ce matin, les dépenses éligibles, les remontées de dépenses se totalisent à 13 602 783 € qui ont été payés. Donc je veux dire, parce que moi aussi je rencontre les entreprises, je ne les rencontre pas individuellement, je ne veux pas les développer ici pourquoi. Mais mes collaborateurs les rencontrent et me font remonter les informations. Tu vois le mécanisme que j'ai indiqué. Il y a effectivement une entreprise qui a eu à recruter du personnel plus que ce qu'il avait d'habitude, parce que le hasard a fait que dans l'accord cadre sur la zone nord-atlantique, c'est une petite entreprise martiniquaise qui a pris l'affaire, il ne s'attendait pas à avoir un marché aussi important. Donc il a eu à recruter. Il a triplé son effectif pour pouvoir faire face. Nous avons eu des informations qui avaient beaucoup de factures, plus que d'habitude, qui arrivaient, et ça lui était compliqué d'attendre le paiement. Nous avons fait des interventions. Eh bien, voilà le résultat. Les entreprises ont été payées.
Il y a eu quelques petits mandats de rejet. Évidemment, j'espère qu'ils seront repris rapidement. Mais ça, nous avons ça à cœur, c'est un point d'honneur pour nous. Alors c'est vrai, nous n'arrivons pas encore aux 30 jours. Alors, j'ai appris qu'il y a des entreprises qui disent « je retire mon personnel ». Ça s'est passé au lycée de Châteauboeuf et ça va se passer à partir de la semaine prochaine à Front-Saint-Jacques. On est tout près de la fin. Mais nous avons déjà fait le point avec les services, je pense le contrôle du DGA, pour faire le recensement de toutes les factures. Il y a une série de petites factures qu'il faut payer. Et j'espère que ça va être vite payé. Pour encore toute la transparence, nous avons trouvé des situations dont nous avons hérité. Vous savez que le principe est le suivant. Lorsqu'on fait un chantier, le payeur fait des retenues de garantie. La facture totale est prélevée sur le compte de la collectivité. Une retenue de garantie est mise sur un compte bloqué par le payeur. Mais c'est déjà sorti de notre trésorerie. Et c'est mis sur un compte bloqué. Et cette retenue de garantie est libérée lorsque, au terme de la période de garantie, ce qu'on appelle la GPA, ce qu'ils appellent la GPA, la garantie de parfait achèvement. Au terme de cette période, il y a un document que le maître d'œuvre doit établir, il s'appelle le DGD, le décompte général définitif. Nous avons énormément de difficultés pour obtenir cela pour des chantiers très anciens que nous avons hérités, soit du Conseil général, soit du Conseil régional, puisque la période de garantie, c'est au bout d'un certain temps. Nos services éprouvent beaucoup de difficultés pour les monter. Parfois, les maîtres d'œuvre sont partis de la nature. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de temps, mais sur lequel nous insistons beaucoup pour que ces retenues de garantie soient libérées par le payeur. Mais ce payeur, et je ne vais pas le lui reprocher, j'ai vu que c'est un agent très rigoureux, il demande à virgule point que tout soit impeccable. Eh bien, nous n'avons qu'un seul choix, lui fournir tous les documents, tous les renseignements qu'il demande pour le donner. Donc voilà la transparence que je peux donner et je peux vous garantir que ça ne me fait pas plaisir lorsque je rencontre des entreprises qui disent qu'ils attendent. Mes collègues, je suis membre de 3 collectivités, la CTM, la CACEM et la ville du Lamentin. Eh bien, je regarde tout le monde droit dans les yeux, la CTM n'a pas à rougir sur les délais de paiement. Ce n'est pas le moins performant des 3. Vérifiez dans les comptes administratifs de chacune de ces collectivités. Voilà ce que je voulais dire. Mais on a encore des efforts à faire, je le concède. Merci, Président. Suite à l'intervention du Conseil exécutif Marie-Sainte, je savais que mes propos... Excusez-moi, Président. Président, attendez. Vous n'avez pas encore donné la parole, Président? Non, le Président m'a donné la parole. Non, mais je n'ai pas fini mon intervention. Il m'a donné la parole. Bon, le directeur m'a rappelé que je n'ai pas répondu pour Fouch. Je peux terminer ma réponse? Merci. Alors, pourquoi il y a des frais de gardiennage à Fouch? D'abord parce que la position que nous avons prise... Alors, Fouch, c'est l'ancienne maternité de Redoute. La position qui a été décidée, c'est que tous nos biens sont protégés. Parce qu'il y a du vandalisme. Alors, il y a donc du gardiennage. Le bâtiment, l'ex-maternité, appartient à la CTM puisque c'est un héritage du Conseil général. Des travaux étaient commencés pour y mettre un lycée de transit. En 2016, nous avons mis en place une autre stratégie. Et puis, le président, constatant que les services de la CTM étaient mal logés, nous sommes obligés de louer des immeubles ici ou là pour les loger, a préconisé d'améliorer les conditions de travail de nos agents. Et nous avons donc fait approuver un plan d'aménagement de cet immeuble. Et au moment où nous parlons, il y a des travaux qui se font dans cet immeuble pour regrouper là tous les techniciens et les ingénieurs de la CTM qui sont à la DGAIE, la Direction Générale Adjointe, Infrastructure et Équipement, dont le responsable est derrière moi là, c'est lui qui me donne les éléments. Donc les travaux sont en cours. Les travaux, évidemment, j'aime pas prendre trop d'engagement de délai, je ne prends jamais.
Ce n'est pas moi qui ai dit que la rentrée va se faire à Sainte-Marie à telle date ou telle date. Pour faire 15 millions de travaux, il y a un temps. Je suis un professionnel, je sais qu'il y a un temps pour faire des travaux. Mais en tout cas, pour terminer sur les Fouches, nous avons mis là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entreprises martiniquaises sont en train d'y travailler pour faire les aménagements intérieurs. C'est pourquoi vous ne voyez rien à l'extérieur. Et les travaux ont été évalués à 5,5 millions, qui viennent s'ajouter aux 35 millions qui avaient été dépensés là par nos prédécesseurs pour conforter l'immeuble. Voilà. Mon directeur me dit c'est 6 mois de travaux. Moi, je dis je vais constater quand le travail sera fini. Voilà, j'ai porté la réponse à ça. Merci.